appelle, si je puis dire, à la barre des témoins, Juliette Robin-Dupire, doctorante, pour sa présentation sur l'étude matérielle des pratiques de conservation-restauration dans le cadre donc, des collections muséales de plâtre, notamment, je pense, si je suis bien informé, celle du Louvre. Mais vous allez nous en dire plus. Donc, je vous invite tout de suite à partager votre écran et je vous remercie de prendre la parole dès que vous avez pu vous saisir, si je puis dire, de l'écran, du partage d'écran, également du micro. Je couperai le mien tout de suite dès que ce sera fait. Voilà. Voilà, j'espère que tout fonctionnera bien. Bonjour à tous, je suis Juliette Robin-Dupire, restauratrice du patrimoine spécialisée en sculpture et doctorante en conservation-restauration de l'École universitaire de recherche Humanité, Création et Patrimoine. J'ouvre cette session collection, conservation, restauration en vous présentant mon travail de doctorat par le projet qui a débuté en 2019 et qui s'intéresse aux problématiques de conservation-restauration d'œuvres patrimoniales en plâtre. Alors, les collections patrimoniales en plâtre sont très nombreuses et variées. On retrouve notamment de la statuaire, des modèles d'architecture ou encore des collections anatomiques. L'usage du plâtre pour la fabrication d'artefacts est attesté dès l'Antiquité et semble avoir perduré au fil des siècles, au moins en Europe. Le plâtre est un matériau qui est obtenu par transformation du gypse, une roche sédimentaire composée de sulfate de calcium qui est présente en France, mais aussi en Italie, en Espagne ou encore en Angleterre. Après l'extraction des blocs, on procède à la cuisson, puis au broyage. On obtient une poudre qui est appelée hémihydrate, qu'il faut mélanger à l'eau par une étape de gâchage. Le plâtre à l'état frais est un matériau fluide, plus ou moins pâteux, qui peut être utilisé pour le moulage, mais aussi pour le modelage. Il fait prise en peu de temps par un processus de précipitation et de cristallisation. Une fois sec, le matériau est dur, il présente une certaine résistance mécanique et il est relativement léger en raison de sa nature. J'espère qu'il n'y aura plus de notifications. Et c'est vrai que je ne vous vois plus, donc j'ai pas trop d'informations si quelque chose ne fonctionne pas. Donc voilà, je suis restauratrice du patrimoine en spécialité sculpture et je suis également doctorante en conservation-restauration. Je travaille sur des problématiques de restauration et de matériaux de restauration d'œuvres patrimoniales en plâtre. Donc, je présentais rapidement mon sujet en évoquant les nombreuses collections d'œuvres muséales en plâtre qui peuvent être très variées, qui comprennent des modèles d'architecture ou encore des collections anatomiques. L'usage du plâtre est attesté dès l'Antiquité, au moins en Europe. Donc, le plâtre est un matériau qui est obtenu par transformation d'une roche sédimentaire, le gypse, qui est composé de sulfate de calcium. On obtient après le broyage et la cuisson du matériau une poudre qui est appelée hémihydrate, que l'on prépare en mélangeant à l'eau. On obtient un matériau qui a des propriétés mécaniques et caractéristiques physico-chimiques très intéressantes, qui permettent notamment des usages très variés pour le modelage et encore pour le moulage. Donc, c'est un matériau qui est toutefois fragile, qui s'altère selon le climat de conservation dans lequel il est exposé. Il est très sensible à l'eau, par exemple, et il est très souvent renforcé d'armatures en métal ou en bois, qui subissent elles-mêmes des altérations, et cette répercussion d'altération peut engendrer des dégâts très importants, surtout du point de vue structurel du matériau, ce qu'on observe assez fréquemment dans les collections en plâtre. Alors, c'est des artefacts qui sont souvent conservés dans des conditions climatiques, des conditions même de conservation inadaptées, et on observe bien souvent la présence d'altérations structurelles comme des réseaux de fissures, des cassures, des pertes de matière, qui aboutissent bien souvent à des lacunes ou à des manques de formes entières. Les collections en plâtre ont été revalorisées à partir des années 70-80. On y accorde de plus en plus d'attention et les travaux de recherche se précisent. Donc les artefacts sont restaurés et on voit que les méthodes de restauration sont affinées grâce à la recherche de problématiques, de méthodes adaptées aux problématiques qui sont très variées
qui concernent notamment le nettoyage ou encore le collage. Mais lorsqu'un artefact présente une lacune ou une partie manquante, que se passe-t-il? On procède généralement au comblement de ce manque par l'apport d'un matériau non original. Alors ceci joue un véritable rôle structurel puisqu'il renforce l'ensemble de l'artefact, mais ceci améliore également la lisibilité globale de l'œuvre et son aspect esthétique. L'intervention de comblement est donc une intervention importante qui est relativement fréquente et qui mérite notre attention. Nous pouvons nous demander quels matériaux sont utilisés et quelles méthodes sont employées pour ces interventions de comblement. C'est pour cela que nous avons choisi de nous pencher sur cette étude afin d'approfondir les connaissances sur les matériaux, afin de mieux prévoir leur comportement et afin de proposer des formulations de restauration calibrées dont les paramètres sont bien connus et identifiés et respectueux des critères déontologiques de la profession tels que la compatibilité, l'innocuité, l'inertie ou encore la lisibilité. Pour appuyer notre propos, nous avons décidé de comparer deux types de collections muséales, dont le plâtre est le matériau de mise en œuvre. La première collection est celle de la Gypsothèque, qui est une collection d'artefacts moulés qui représente de célèbres modèles antiques et qui comprend de la statuaire, des ordres architecturaux. Donc je relance le partage. Voilà. Donc, je vais vous présenter la collection des cadres. Donc, ce sont des cadres du 19e siècle qui sont fabriqués par moulage et non pas par sculpture du bois et par apprêtage. Ce sont des cadres qui sont donc moulés. Les ornements sont fixés sur une structure en bois et ensuite recouverts de feuilles métalliques, souvent des feuilles d'or. Ces cadres sont plus rapides à produire et ils sont moins coûteux que les cadres en bois sculptés et dorés des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais ce sont toutefois des artefacts très fragiles puisque ce sont des matériaux composites qui réagissent différemment selon les sollicitations mécaniques et les conditions climatiques. Ce sont également des artefacts qui sont fonctionnels, qui sont en usage et qui servent notamment à exposer des tableaux ou des œuvres d'art graphique. Les réflexions sur les valeurs et sur les statuts des cadres sont encore d'actualité. Donc d'un point de vue de la conservation, restauration et de la patrimonialisation, ce sont des artefacts qui sont extrêmement intéressants pour nous. Donc grâce à cette collection, nous pouvons enrichir notre étude et comparer deux typologies d'artefacts qui ont des matériaux et des techniques similaires mais qui ont des histoires différentes et ce qui semble en partie conditionner les traitements de restauration. Pour cette étude, nous avons établi une méthodologie pluridisciplinaire entre la théorie et la pratique avec des approches historiques et analytiques qui mêlent l'histoire de l'art, des observations d'œuvres, des études techniques et des analyses physico-chimiques qui correspondent finalement aux différents axes de la discipline de la conservation-restauration. Dans un premier temps, nous avons mené une recherche documentaire en essayant de remonter aux informations les plus anciennes possibles. Nous avons pu consulter des dossiers de restauration ainsi que des études techniques et des constats d'état qui datent des années 90 au plus tôt pour la statuaire et des années 2000 pour les cadres. Nous avons associé ces données à celles tirées des recherches bibliographiques, des études sur les typologies d'artefacts ou encore sur les collections. Mais les ressources qui sont les plus anciennes pour ces artefacts sont rares, voire inexistantes. C'est donc grâce aux échanges avec les professionnels des deux spécialités et grâce à leurs observations qu'il a été possible d'obtenir des informations techniques sur les matériaux anciens. Nous regroupons des tendances de matériaux en trois phases. Les pratiques antérieures aux années 80, celles comprises entre les années 80 et 2000 et celles à partir des années 2000. Les pratiques anciennes semblent essentiellement faites avec des matériaux identiques aux originaux. Donc une statue en plâtre sera comblée avec du plâtre et un cadre en composition et ou en plâtre aura reçu des comblements avec les mêmes matériaux. À partir des années 80, principalement pour la sculpture et la statuaire, on observe une recherche de matériaux différents avec des matériaux du commerce prêts à l'emploi ou encore des mélanges faits par le professionnel et adaptés à l'œuvre. Pour les cadres, on utilise toujours des matériaux dits traditionnels, identiques aux originaux,
bien que certains professionnels témoignent de l'usage de matériaux différents comme de la cire ou de la résine chargée. Depuis les années 2000, on constate une volonté de différencier les matériaux de comblement pour les cadres, que ce soit par l'usage d'un matériau de nature chimique différente ou par l'ajout d'un marqueur, comme un pigment ou une charge radio-opaque. Dans le domaine de la statuaire, on utilise bien généralement des mélanges de plâtre et de carbonate de calcium, en plus des matériaux déjà évoqués. Pour compléter ces informations techniques, nous avons mené des campagnes de prospection dans les deux collections. Ainsi, des observations et des photographies ont été faites des œuvres, ainsi que des comblements qui ont pu être observés. Nous avons décrit notamment les altérations et les comblements selon leur couleur, leur texture ou encore le degré de finition. À la Gypsothèque, nous avons constaté différents matériaux utilisés sur les statues. On retrouve fréquemment un matériau blanc-gris, comme celui-ci, qui est très probablement du plâtre et qui est visible sur des zones d'assemblage. D'autres matériaux sont visibles, comme des mortiers plutôt de couleur ocre ou encore des matériaux ayant un aspect cireux. On constate parfois l'utilisation de différents matériaux sur une même zone. Pour les cadres, les observations sont plus difficiles à discerner car le comblement est presque systématiquement redoré ou retouché. On les distingue généralement par leur texture ou leur facture qui diffèrent de l'original, ce que vous pouvez voir sur ces deux images par exemple. Les matériaux qui sont utilisés semblent plutôt des pâtes de type mélange liant et charge, mais on semble aussi distinguer des matériaux qui ont plus un aspect type cire ou adhésif. Nous espérons par la suite pouvoir procéder à des prélèvements de ces matériaux qui seront analysés afin d'en connaître la composition chimique. Donc avec une meilleure idée des chronologies et de l'évolution des méthodes, nous pouvons procéder aux caractérisations d'une sélection de matériaux de comblement. Outre les analyses des compositions chimiques des matériaux originaux et de comblement, nous avons décidé de procéder à des caractérisations mécaniques à l'état fluide et à l'état solide. À l'état solide, nous évaluons le comportement mécanique et la résistance maximale des matériaux par des tests de compression et de flexion qui sont mis en lien avec la porosité du matériau ou encore la dureté de surface. Ces essais sont menés sur des éprouvettes qui sont préparées et qui représentent le matériau après sa prise ou son séchage, et donc lorsque le matériau a été appliqué sur l'œuvre. Lorsque l'on étudie le matériau à l'état fluide, nous pouvons connaître ses caractéristiques, telles que l'aptitude à l'écoulement au moment de la préparation, et donc au moment de la manipulation par le professionnel, et ce, afin d'en optimiser la pratique. On étudie les propriétés d'écoulement par des mesures rhéologiques en conditions de cisaillement afin d'établir le caractère visqueux, le caractère plastique, mais aussi la cinétique de prise du matériau. Les études rhéologiques sur le plâtre sont peu fréquentes dans le domaine du patrimoine. Il nous faut donc établir un protocole adapté qui peut être utilisé pour les différents matériaux que nous allons comparer. Nous avons commencé à établir des valeurs de référence en utilisant un plâtre du commerce, et ces valeurs sont ensuite ajustées à des modèles rhéologiques, comme ici le modèle d'Herschel-Bulkley. Par des essais à vitesse de cisaillement imposée et décroissante, donc en restructuration, comme ce que vous pouvez voir sur la vidéo, nous pouvons comparer le comportement d'un même plâtre selon le rapport massique au plâtre. Nous observons des variations importantes des viscosités et des seuils limites de cisaillement, ce que vous pouvez voir sur ce graphique, en adéquation avec le ressenti que l'on peut avoir lorsqu'on prépare le matériau. Nous pouvons alors en déduire des gammes d'usage possibles, puisque certains taux de gâchage semblent plutôt adaptés à des utilisations de type modelage, donc quand le gâchage est plutôt serré, lorsqu'on veut faire un comblement directement sur l'œuvre, alors que d'autres taux de gâchage, donc des gâchages plutôt légers, avec beaucoup plus d'eau et un peu moins de plâtre, qui permettent d'obtenir des matériaux plutôt idéaux pour la coulée lors de la confection d'une pièce à part, par exemple, qui est ensuite collée après son séchage. En parallèle à ces études mécaniques, nous avons commencé une campagne de suivi d'œuvres qui ont été restaurées récemment. Et ces œuvres il y a 3 œuvres, un cadre et 2 statues,
Nous menons des relevés à l'aide d'un scanner 3D qui permet d'obtenir des images à très haute résolution. Et par comparaison de différentes images que nous allons faire au fil du temps, nous pourrons suivre l'évolution des restaurations et notamment des comblements qui seront mis en lien avec les conditions climatiques et l'accrochage des œuvres. Je vous présente ici la première image obtenue en scannant un relief du musée Rodin, qui est actuellement exposé au musée des Beaux-Arts de Calais et que nous avons choisi d'intégrer à notre travail, puisqu'il s'agit d'une œuvre restaurée lors de mon diplôme de master en conservation-restauration, soutenu en 2017 à l'Institut national du patrimoine. Donc c'est une œuvre que je connais bien. Voilà. Nous avons constaté que les pratiques de comblement ont évolué au fil du temps, en coïncidant avec des phases de valorisation des artefacts. En mêlant différents axes de recherche, nous espérons obtenir le plus possible d'informations sur les matériaux originaux et sur les matériaux de restauration. Grâce à la caractérisation des propriétés physico-chimiques et mécaniques, nous obtiendrons des données chiffrées qui pourront être mises en lien avec les usages et l'expérience des professionnels. Et nous espérons, avec ce travail et cette recherche, pouvoir participer à la précision et à la diffusion des connaissances des artefacts patrimoniaux en plâtre. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui dans ces conditions un peu compliquées. Et je remercie mon équipe d'encadrants, les membres des laboratoires du musée du Louvre, du musée Rodin, du musée des Beaux-Arts de Calais, avec qui je travaille, ainsi que la Fondation des sciences du patrimoine pour son soutien. Merci de votre attention et de votre compréhension. Mais c'est nous qui vous remercions, mademoiselle. Merci beaucoup et surtout d'avoir tenu le choc malgré comment dire, les difficultés techniques que nous rencontrons. Mais voilà, c'est comme dans l'histoire des matériaux et l'histoire des arts en général. La technique, c'est vraiment très important. On ne le dit jamais assez. Voilà, je suppose qu'il pourrait y avoir des questions dans l'assistance. Donc, je regarde tout de suite en même temps s'il y a des participants qui ouvrent leur micro. Comme ça me permet de voir. Non, pour l'instant. Moi, j'en ai une, mais qui est plus une réflexion, enfin, ou vraiment une question-réflexion. J'étais tout à fait vraiment intéressé par votre démonstration et notamment par le côté, à la fois dans la comparaison entre les deux domaines, celui des cadres et celui de la gypsothèque, mais par le fait de cette enquête orale, de cette question voilà, du problème que nous connaissons tous dans le domaine de l'histoire de la restauration, sur la difficulté d'avoir des archives, de la documentation concernant les époques anciennes. Et votre méthode est à la fois très belle, et ce qui m'intéresse, voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est un peu les difficultés rencontré là-dedans et est-ce qu'il y avait des différences dans vos deux domaines, dans votre approche? Parce que ma question est la suivante. On sait que c'est une question qui se pose constamment dans l'histoire de la restauration. Comment mieux comprendre, en dehors des traités théoriques, de certaines archives très rares, comment mieux comprendre les pratiques? Et là, vous mettez au point une méthode qui est assez claire en montrant qu'il y a évidemment des évolutions, mais on a toujours cette question au fond de cette comment dire, de ces méthodes d'enquête qui sont éventuellement sociologiques, presque ethnologiques, j'allais dire. Est-ce qu'elles vous semblent totalement adaptées? Est-ce que le questionnaire doit être différent selon les métiers d'art ou les pratiques de restauration? Vous voyez, voilà ma question, qui est un peu loin peut-être de votre domaine, mais non, je pense que c'est vraiment au cœur en réalité, parce que c'est essentiel pour comprendre les méthodes de restauration et souvent, elles nous échappent beaucoup dès qu'on remonte un tout petit peu avant, j'allais dire, les années 80, 90 et encore, où là, il y a des rapports, on a une documentation très abondante, au moins dans les institutions. Mais voilà, c'est une question qui me paraît, enfin, qui m'intéresse moi personnellement, mais je pense qu'il intéresse beaucoup de gens qui pensent l'histoire de la restauration. Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, les archives anciennes donc, sont rares, voire inexistantes, voilà, ce qui m'a été transmis par les 2 conservatrices qui s'occupent des collections que j'étudie. Il y aura quand même un travail de documentation qui sera mené, mais plus sur une petite sélection d'œuvres que j'aurai moi-même observées et puis j'irai voir s'il y a des informations, des archives qui seront disponibles. Les informations qui ont été les plus utiles et qui sont très précieuses, c'est donc effectivement celles obtenues auprès des restaurateurs qui ont une grande expérience d'observation, une expérience de praticien
Et c'est vrai que j'ai rencontré des restaurateurs du Centre de restauration et de recherche des musées de France, dans la spécialité sculpture et dans la spécialité cadre, dorure et objets d'art. Donc là, c'était des échanges oraux lors de réunions, lors de discussions. Euh, Ce qui est très intéressant, c'est que c'est des professionnels qui ont bon nombre d'années d'expérience et qui connaissent très bien les matériaux, donc qui peuvent apporter beaucoup d'informations et beaucoup de précisions. Euh, et puis bon, il y a aussi leur pratique au fil des années, en plus de ce qu'ils peuvent observer sur des œuvres plus anciennes. Donc ça, déjà, c'est une source très précieuse. Et puis j'ai également diffusé une enquête par un formulaire en ligne et par mail. Donc j'avais une sélection d'adresses de professionnels que je voulais contacter, d'institutions. Donc j'ai tenté de diffuser le plus largement possible. Voilà, j'ai eu un retour d'environ 10% de mon enquête. Ce qui Donc est pas c'était la mal. même Ouais, enquête. ouais. Voilà, ce qui est Mhm. pas mal, ce qui donne de toute façon des Ouais, informations. ouais. Après, les informations sont parfois difficilement comparables d'une Mhm. réponse à l'autre, puisque c'est vrai que mon enquête, Mhm. elle est assez ouverte. À la fois, on m'a dit qu'elle était trop précise et pour d'autres personnes, elle était trop large. Donc j'ai fait le même questionnaire pour les deux spécialistes, enfin Mhm. pour Mhm. les deux spécialités. Vraiment, c'était un questionnaire qui était très technique avec des questions de type quel matériau utilisez-vous pour un petit comblement, pour un comblement plus gros et structurel qui nécessitera quelque chose de Mhm. plus costaud. Donc, je ne peux pas vraiment faire d'études statistiques. En fait, faudrait faire Mhm. un vrai sujet Mhm. de Mhm. doctorat sur 3 ans sur une étude statistique pour avoir des informations vraiment très, Ouais, très ouais. précises qui peuvent être comparées, Mhm. d'avoir Mhm. quelque chose de plus précis. Mais moi, ce qui était intéressant, c'est que ça me donnait déjà des pistes de matériaux qui pouvaient être observés. Ce qui est d'une part peut-être plus simple, c'est qu'en fait, bon, il y a pas, les matériaux anciens étaient quasiment les mêmes que les originaux. Donc, il y a pas de grosses Ouais, surprises. ouais. C'est pour ça qu'on veut faire des analyses pour essayer de préciser les observations. Voilà, parce que ce sera probablement du plâtre, probablement de la colle animale et du carbonate de calcium. Voilà. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de global, mais c'est sûr que c'est pas assez. Mon enquête, en tout cas, n'était pas assez précise pour avoir un vrai travail de statisticien Oui, je comprends. Non, non, mais je pensais pas abouti. forcément à des statistiques, mais enfin, en tout cas, Oui. déjà, de poser la question du cadre méthodologique, c'est vraiment très intéressant. Écoutez, je regarde un peu les micros, j'en vois pas d'autres ouverts, pour pas trop se décaler, mais en tout cas, Et merci moi, j'aimerais infiniment. bien Ah poser si, une si, si, question. si, si, je vois quelqu'un qui parle. Alors, je vous laisse tout de suite la parole. Oui, Joël Petit, Madame Petit, je vous laisse Oui, la voilà. parole. Donc, moi, je souhaiterais savoir, avec les constats que vous avez faits, si vous pourriez éventuellement donner des conseils pour les personnes qui ont des plâtres toujours dans les ateliers. Et je pense en particulier au marbrier, qui est mon sujet. Donc, soit comment je veux dire, les collections de plâtres dans les musées, ou soit les marbriers toujours actifs qui ont leur collection de plâtres pendus au mur, puisque évidemment, il y en a dont ils se servent encore. Merci. Oui. Vous souhaiteriez avoir en fait des conseils pour les matériaux de comblement à utiliser ou des méthodes de restauration pour des collections de plâtre. L'idée de notre travail de doctorat, c'est effectivement de donner à la fin, en tout cas, des informations précises sur les matériaux de restauration. Par exemple, un mélange plâtre et carbonate de calcium, de dire il a telle caractéristique technique, donc il y a plutôt un usage préconisé pour tel type d'intervention, pour des interventions structurelles importantes. Au contraire, pour des interventions de petits comblements de surface, par exemple, il vaut mieux privilégier un autre matériau ou une autre méthode. Donc voilà, ça c'est ce qu'on aimerait bien effectivement proposer à la fin de notre travail. Très bien. Bah, écoutez, donc on souhaite que votre travail aboutisse très vite, comme ça on aura des manuels à disposition pour tout le monde. Merci beaucoup pour cette réponse.